Ok, alors bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, monsieur le vice-recteur de l'université qui se fait l'honneur de revenir à l'IDEAP. Donc, on est évidemment très content de l'avoir parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue donc, à cette conférence de monsieur Tibert Adler sur l'État et l'administration publique dans le futur. Donc, c'est évident qu'ici, à l'IDEAP, on parle de l'administration publique, qu'on regarde dans quelle direction l'administration publique va se développer. Et nous sommes bien contents, très contents d'avoir M. Adler ici à l'IDEAP qui nous parlera d'une perspective Avenir Suisse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop bien Avenir Suisse, donc c'est le think tank de la Suisse, fondé en 2000, si je me rappelle bien. Ça fait un peu éclat parce que toutes les entreprises importantes de la Suisse sont mises là derrière pour subventionner ce think tank, ABB, UBS, Crédit Suisse, Zurich Assurance, Nestlé, Novartis, donc toutes les grandes entreprises qui pensaient qu'il fallait quand même aussi produire des idées qui, au départ, avec un noyau libéral sur le développement de la Suisse. Et Avenir Suisse a connu des directeurs remarquables. Ça a commencé avec Thomas Held, que j'ai encore bien en tête parce que j'ai pu commencer mes études avec lui, Gary Schwartz de la NZZ. Maintenant, c'est Peter Grünfelder. Et puis en Suisse romande, Xavier Comtesse. Il n'y a pas le feu au lac, ou il y a le feu au lac. Et puis maintenant, c'est Tibert Adler qui représente l'Avenir Suisse en Suisse romande. C'est un think tank réputable. M. Adler aussi vient avec une carrière intéressante. Et, il a fait ses études à Genève, est devenu avocat. Après, il a fait un master à l'IMD, ici à Lausanne. Et puis, il a travaillé pendant très longtemps comme manager à Edipresse et puis à la fin comme directeur à Edipresse ici en Suisse romande. Et puis en plus, il a publié des livres importants avec d'autres collègues d'Avenir Suisse ou bien tout seul sur le système des milices avec des propositions intéressantes, le droit de vote pour les étrangers d'un côté. C'est une il n'y en a pas beaucoup, mais une des études qui tient compte de la représentation des étrangers dans les communes municipales en Suisse. Et puis des propositions sur la démocratie directe, sur l'initiative populaire, des propositions qui étaient, à mon avis, un peu moins populaires, comme limiter le nombre de signatures, ou bien qu'on vote sur un seul sujet un dimanche. Donc une publication qui a fait pas mal de vagues et puis qui a suscité pas mal de débats. Et puis je pense que ça, c'est aussi l'idée de l'Avenir Suisse. Donc susciter des débats, mettre en route des débats, ce qui est très important pour le fonctionnement de la démocratie et puis pour le développement de l'État et de notre société. Donc avec cela, donc, on se réjouit de vous entendre sur l'avenir de l'État et puis de l'administration en Suisse. The floor is yours, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup Andreas, bonsoir, c'est un grand plaisir d'être invité. Sujet vertigineux, hein, comme on l'a appelé de manière assez large, comment Avenir Suisse voit l'État et son administration dans le futur. Je vais déjà vous dire, ce n'est pas une position surtout officielle d'Avenir Suisse, on publie des études, je vous dirai sur quel sujet on a publié, vraiment recherché. Aujourd'hui, je le prends plutôt aussi comme une forme de carte blanche pour partager avec vous quelques réflexions justement sur ce thème de l'État et de l'administration dans le futur. Et puis j'espère qu'on pourra échanger après ce premier parcours. Alors, Andreas Ladner a décrit un petit peu Avenir Suisse. Moi, j'aime bien aussi commencer comme ça. Imaginez, vous êtes ici dans un institut à haute administration publique, vous mettez les grands cerveaux de cette école avec d'autres encore, puis vous imaginez le pays idéal du 21e siècle. On est en 2016, vous pouvez tout définir, vous avez carte blanche. Qu'est-ce que vous créez? Quel résultat? Quel pays allez-vous créer en termes d'efficience, de management public et autres? Alors, quelque chose n'est certainement pas la Suisse, hein, en tout cas. Donc, un pays sans ressources naturelles, un petit pays qui n'a pas d'accès à la mer, moitié de montagne sur un territoire de 40 000 km²,
uniquement 8 millions d'habitants, puis alors en plus découpé avec une structure extrêmement complexe de 26 cantons, 2200 communes. Et pourtant, dans le fond, c'est ça ce qu'on fait à Avenir Suisse. Ça marche, c'est un système en comparaison internationale qui a fait ses preuves depuis quelques décennies. Comment continuer? Donc c'est ça la mission qui nous est affectée à Avenir Suisse. On est think tank, on est une fondation à but non lucratif. Think tank, ça sonne un peu prétentieux. En Suisse, laboratoire d'idées. On est un institut de recherche privé, en fait. Moitié de notre activité recherche, puis moitié débat, communication, un rôle semi-politique. On ne se présente pas comme un lobby parce qu'on n'est pas là pour présenter des projets de loi, défendre des campagnes, défendre des personnalités dans des élections. C'est évident qu'on s'exprime parfois dans les débats politiques parce qu'il y a des positions qui découlent de nos études. On peut y revenir après si ça vous intéresse. Nous sommes financés par plus de 130 entreprises et donateurs via la fondation, une deuxième fondation en fait, qui récolte des fonds et nous sommes tout à fait indépendants dans le choix de nos sujets. Cela dit, alors c'est clair, on affiche la couleur. Nous avons des études factuelles, sérieuses. J'ai une douzaine de collègues, presque tous économistes. Après, les propositions et les conséquences que nous tirons de ces études sont d'inspiration libérale. C'est dans nos statuts. Alors, le libéralisme, on pourrait passer à la soirée, mais pour moi, c'est le binôme. Donc, c'est des valeurs libérales, liberté, responsabilité. On plaide pour la liberté de choix des entreprises, des individus de prendre des décisions dans leur vie le plus largement possible. On leur demande évidemment d'assumer les conséquences de leurs choix et de leurs décisions. C'est ça que j'entends par liberté, responsabilité. Voilà, alors État et libéralisme, ce serait on commence le sujet du soir, là ce sera aussi une longue intervention. Je ne suis pas du tout un grand dogmatique ni philosophe du libéralisme. Je dirais que moi, je l'ai appelé une relation apaisée en Suisse. On vit une tension que je appelle productive encore, plutôt apaisée. En Suisse, l'enjeu n'est plus, disons, d'avoir un libéralisme qui s'oppose à l'arbitraire de l'État. Je rappelle quand même que c'est le cas encore dans beaucoup de pays du monde. Il y a des conquêtes à faire, une protection du citoyen contre l'État. C'est comme ça qu'est né le libéralisme. À Avenir Suisse, souvent, alors les gens qui ne nous connaissent pas ou qui n'aiment pas les positions qu'on adopte nous traitent d'ultra-libéraux. Quand vous n'aimez pas le libéralisme, vous dites qu'il est ultra-libéral. On peut aussi y revenir. Moi, je plaide pour un libéralisme alors assez pragmatique, sans stéréotypes, sans dogmatisme, éviter le moins d'État. Enfin, dire le moins d'État, c'est toujours mieux. C'est évidemment absurde comme affirmation. D'un autre côté, l'inverse me semble tout aussi peu efficace. Service public, je dis Uber alles, ou bien d'affirmer que la propriété publique, par exemple, qu'une activité soit exercée ou en main publique, garantit toujours mieux l'intérêt général que si elle a été déléguée ou si elle est simplement exercée par des privés, me semble aussi un stéréotype beaucoup trop convenu. Alors, le mieux d'État, mauvais slogan aussi, je dirais qu'il y a deux choix essentiels, puis j'ai l'impression qu'à l'IDEA, vous travaillez sur tous vos programmes là-dessus, c'est le choix des tâches et des priorités. Que doit faire l'État? Enfin, quoi doit-il se consacrer? Quoi doit-il renoncer? Décider, c'est choisir. Et puis l'autre, c'est le souhait d'efficacité des ressources engagées. Il y a un devoir envers les citoyens contribuables d'engager de manière effective les ressources que l'on reçoit. Alors, ce soir, je voulais évoquer avec vous quelques grandes tendances, quelques mots-clés. J'en ai choisi 6, mais là, c'est déjà un sacré paquet, donc on va faire que les survoler. Quelques grandes tendances, je dirais, subies, en tout cas, dans lesquelles nous n'aurons pas le choix, parce qu'en Suisse, heureusement, l'État, c'est nous. La numérisation, la concurrence croissante d'acteurs non gouvernementaux, la pression sur les budgets, ce que j'appelle la porosité des frontières, on peut toujours revenir sur ces notions, l'urbanisation, la gestion de l'image, c'est une sélection toute personnelle, ça ne couvre pas tous les aspects du spectre. Il y a peut-être quelques grandes tendances, j'ai voulu, dans lesquelles nous avons, ou nos gouvernants ont une marge de manœuvre plus forte, qu'on pourrait évoquer, notamment l'inflation et le goût pour la réglementation et la boulimie normative. Peut-être que j'aborderai, si j'ai le temps, un ou deux aspects, pas polémiques, mais enfin qui prêtent à des discussions politiques, la confusion de la finalité et des moyens, parfois, notamment quand on parle d'égalité ou de transparence. Et puis, évidemment, le juste équilibre ou la balance ou la tension permanente entre la fiscalisation et la redistribution. Et puis on évoquera aussi, je voudrais évoquer, Andreas l'a dit, moi j'ai écrit notamment sur les institutions politiques, système de milice, un petit peu l'évolution dans le futur de quelques institutions typiquement suisses, telles que la démocratie directe, le fédéralisme ou l'esprit de milice. Numérisation, je ne peux pas faire long, c'est un immense sujet en soi. Évidemment que l'État
et tout ce qui l'entoure va aussi subir de plein fouet, mais aussi profiter de la vague de numérisation et de digitalisation en cours. Automatisation, il faut mettre les mots là où parfois ils font mal. Ça permet, disons, la numérisation? C'est souvent de la productivité, des améliorations de productivité, donc un potentiel pour l'État, s'il l'utilise, de réallocation de ressources ou alors d'économies à réaliser. Alors, évidemment, la question derrière, c'est qui va mettre la pression, qui va décider que l'on va aller dans ce sens-là. Je fais partie, je me permets de truffer ma courte présentation de quelques exemples personnels, je fais partie du Conseil stratégique de la promotion économique à Genève. On a créé un sous-groupe sur l'impact digital sur le canton de Genève. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les idées pour le canton, mais une des premières questions, c'est on voit les potentiels, enfin on voit les menaces comme toujours, on voit les potentiels, puis après c'est qui sort du bois pour dire on va faire ça, on va par exemple numériser intégralement un processus vers le citoyen qu'on pourra faire en ligne, qui dans le fond va rendre inutile un certain nombre de places de travail. Les volontaires ne se bousculent pas au sein de l'État, et ce n'est pas une critique ironique ou gratuite, pour évidemment mettre en place ce type de projet, parce que la récompense au bout, c'est une amélioration du service aux citoyens, mais ce n'est pas forcément ce qui est valorisé au sein de la fonction publique. Alors il y a des impacts qui seront forts, qui sont encore constamment sous-estimés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité, et aussi des processus politiques. Je sors cet après-midi d'un entretien sur le campus voisin de l'EPFL, d'un master en technologie, c'est leur executive MBA, très intéressant. Un étudiant de haut niveau a choisi le thème des droits démocratiques, des droits politiques en Suisse, de démocratie directe. D'habitude, il travaille sur des startups, des entreprises, etc. Lui, il a choisi de dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer la qualité de la démocratie directe avec la technologie. J'y reviendrai vers la fin, mais j'ai trouvé intéressant. L'impact est potentiellement complètement sous-estimé si vous discutez avec beaucoup de politiciens, parlementaires. OK, on a un compte Facebook, enfin, on fait un peu de promotion politique supplémentaire par rapport à avant. Il y a quand même quelques révolutions possibles qui se préparent ou qui nous prenons ça par surprise. Ça fait 10 ans que le vote électronique est techniquement possible, qu'on n'a pas encore implémenté. Donc pour certains, le summum de la modernité en termes politiques, c'est le jour où on pourra vraiment voter de manière électronique. Ça va un peu plus loin. Pensez aux élections américaines. Certains les décrivent. Alors on verra le résultat. C'est tout frais. Enfin, ce sera tout frais bientôt et autres. Mais disons que l'émergence de M. Trump à un tel niveau disons, de vote dans les sondages, pour beaucoup, c'est aussi une conséquence de l'évolution fantastique des réseaux sociaux. C'est un succès quasiment sur Twitter. C'est la promotion politique en 140 caractères, sans aucune confrontation à d'autres idées. Donc dans les processus de formation de l'opinion, il y a un impact de la technologie qui peut être très très puissant. Peut-être qu'effectivement cette élection, quel que soit son résultat, sera aussi un symbole d'une révolution dans la manière dont on conçoit son vote. Acteurs non étatiques, ça c'est un point qui me frappe de plus en plus dans les études, puis qui nous remet en cause aussi, nous, à Avenir Suisse. Évidemment, alors la Suisse est encore bien placée, mais les grandes entreprises, exemple GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, beaucoup plus puissants que la plupart des États. Donc il n'y a pas que ceux-là, vous avez des grands cigarettiers, des multinationales, ceux qui nous financent, il faut le dire clairement aussi, dans notre propre boutique et dans notre propre fondation, évidemment, dans le futur de l'État. Comment vous dire, des fois, j'ai des craintes pour le citoyen, parce qu'on a un État qui continue à réglementer, on le verra, ce que j'appelle l'inflation réglementaire. On a de plus en plus de normes, on a de plus en plus de normes de hard, si vous voulez, de règles, d'ordonnances, de lois, de traités. On a des règles soft, on a du soft law, des standards qui se développent, qui nous en servent aussi. Et malgré tout, les acteurs les plus puissants, ou en tout cas les plus flexibles, sont souvent des grandes entreprises privées qui ne dépendent plus de systèmes étatiques. Donc il y a une concurrence pour le pouvoir qui a largement basculé d'ailleurs du côté de ces grandes entreprises. Ce n'est pas un mal en soi, simplement que prenant toute nouvelle émergence de pouvoir réclame aussi des contre-pouvoirs et des équilibres. On a tenté, je dirais, la réponse classique de l'État à ces développements, c'est notamment des règles de concurrence. Vous pensez bien qu'en tant que libéral, à Avenir Suisse, je suis pour l'économie de marché, les règles de marché. On a mis des tempéraments dans la plupart des législations nationales et internationales, droit de la concurrence, règles antitrust. Il faut quand même reconnaître que ça fonctionne moyennement. On trouve partout où il y a des règles, vous aurez des avocats et des juristes qui vous aideront à les contourner, à les faire évoluer. Donc ça, on ne peut pas dire que c'était très efficace. Puis quelle est la réponse du libéralisme ? Je dirais que ce n'est pas le sujet du soir, mais je pense qu'elle est trop peu... Je me l'adresse à moi-même, je la partage avec vous si vous en avez. On ne peut plus considérer, quand on a affaire
par exemple, à ces 4 GAFA, quand vous êtes tout seul devant votre iPhone, puis qu'on vous propose une modification des conditions générales, disons la théorie économique qui vous dit que vous êtes un client privé, qu'une entreprise privée, puis vous pouvez choisir ou pas de prendre la prestation, sinon vous pouvez vous en passer, elle prend un peu du plomb dans l'aile. Hein. Le déséquilibre, l'asymétrie entre une holding, disons une institution aussi puissante que ce type d'entreprise, même si elle est complètement privée, que c'est tout à fait légitime qu'elle se développe, mais enfin entre le consommateur citoyen et des entreprises de ce type-là, elle est encore plus forte qu'avec l'État. Vous êtes quelque part pieds et poings liés à la merci, disons, de conditions générales de ces entreprises. Il faut trouver des nouveaux rééquilibres. Je pense qu'ils ne sont pas du côté de la réglementation. De nouveau, on revient au rôle de l'État, parce que c'est à l'État de contrebalancer ça. Une bonne partie de la réponse, elle sera aussi rendue possible par la technologie. J'ose pas dire société civile, mais enfin, en face de grandes entreprises de ce type-là, vous avez des réseaux de clients, des réseaux de consommateurs qui pourront quelque part contrebalancer, plutôt à mon avis avec des actions informelles, des actions sur la réputation, des actions sur la transparence, la mise en avant de certains comportements et des corrections qui seront beaucoup plus puissantes que des nouvelles règles étatiques. Donc il y a des nouveaux équilibres qui se créent, dans lesquels aussi les libéraux traditionnels doivent penser différemment. On n'a pas un secteur public qu'il faut contenir parce qu'il menace les libertés, et puis dans le fond, un secteur privé dans lequel vous avez Jean Duchemin tout seul à Blonay, et puis Google qui a conquis le monde, et puis qu'on considère sur un pied d'égalité pour contracter entre eux. Voilà, donc ces acteurs non étatiques en concurrence avec l'État, avant tout pour moi grandes multinationales, des réseaux citoyens, sociétés civiles qui vont jouer un rôle croissant, puis les médias, on peut revenir à mon avis là, un rôle, en tout cas des médias traditionnels en baisse, en déclin, en tout cas dans la formation de l'opinion, dans la prescription de l'opinion. Probablement, j'ai donné l'exemple de Donald Trump, hypothèse, mais enfin je ne suis pas le seul à la... Elle n'est pas de moi d'ailleurs, je la reprends, que c'est une émergence aussi des réseaux sociaux, très très largement, ce type de position de nouveaux courants. Les médias traditionnels, par contre, gardent un pouvoir de prescription sur l'agenda. De quoi est-ce qu'on parle? Pas forcément sur qu'est-ce qu'on pense dans une démocratie, mais de quoi parle-t-on? Ça oui, j'y reviendrai, c'est aussi une évolution que l'État subit. Pression sur les budgets, vous vous doutez bien que c'est un sujet récurrent, il ne va pas baisser. Alors, disons, l'État dans le futur, il ne va pas baisser. Alors, en Suisse, on est plutôt bien placé. Des fois, je me pose la question, je la partage avec vous. C'est un peu iconoclaste aussi au sein de ma fondation. Enfin, sur l'endettement, est-ce que la Suisse... Alors, on va mettre l'Allemagne aussi. Est-ce que les Germains, les Germaniques, comme ça, sont les derniers des puritains sur l'endettement? C'est-à-dire qu'on fait attention à ne pas trop s'endetter. On a l'autre frein à l'endettement, qui est, à mon avis, un grand succès en termes de finances publiques. Évidemment que si la Suisse se porte bien, c'est aussi parce que ses finances publiques sont saines. Cela dit, quand vous considérez l'évolution du monde, la production d'argent quasiment gratuit, un endettement galopant, on sait tous très bien que beaucoup de pays, beaucoup de ces dettes ne seront pas remboursées. D'ailleurs, dans l'histoire, on a des siècles d'histoire qui nous montrent que très souvent les dettes n'étaient pas remboursées. On faisait la guerre, on pouvait conquérir le territoire voisin, dans le fond, renégocier sa dette comme ça. Parfois, elles sont abandonnées. Donc, est-ce que la Suisse, tôt ou tard, ne se mettra pas en difficulté en ayant une politique, on va dire, puritaine, un peu rigoriste, mais c'est lié à des aspects culturels très très profonds, plutôt germaniques. Prenez l'Allemagne, même à titre privé, c'est encore plutôt mal de prendre une dette, pas une dette hypothécaire, parce que vous avez une jolie maison en face, en général, qui vous garantit la valeur, mais toutes les autres dettes, c'est plutôt mal. Ne pas les rembourser, c'est socialement extrêmement mal perçu, et on applique aussi ces mécanismes au niveau de l'État. Donc, je suis partisan à venir suisse aussi de maintenir le frais d'endettement, d'avoir une stricte austérité solide dans un monde international qui change extraordinairement tout autour de nous. Si nous sommes les seuls avec les Allemands à respecter ce type de règles, est-ce qu'un jour, ça ne sera pas un autogol peut-être spectaculaire? Je pense qu'on peut encore attendre de voir. Pour l'instant, nous avons une position, pas de confort, mais enfin une position chèrement acquise de bonne santé financière. Cela dit, voilà, si le reste du monde joue avec d'autres règles, peut-être qu'il faudra aussi songer un jour à s'adapter. Difficulté de fixer des priorités, et ça évidemment, vous avez les cours de finances publiques, vous suivez les débats parlementaires, la concurrence entre le financement des causes politiques a toujours été rude, je pense qu'elle sera toujours plus rude, ou si ce n'est pas plus, en tout cas, elle continuera à être très rude. Alors je vois 2-3 trends à peu près inéluctables, une augmentation certaine des budgets pour la sécurité et l'armée, compte tenu du climat, en tout cas pour les 5-10 ans à venir, dans à peu près tous les pays occidentaux, chez nous aussi.
J'espère qu'on va augmenter les budgets de formation. Je ne le dis pas pour faire plaisir à l'IDEAP ou autre. Je pense sincèrement que là, il y a une dimension, alors, ce serait une incise un peu trop longue à parler des techniques de finances publiques. Là, il y a une dimension presque d'investissement. C'est techniquement une dépense, si vous voulez, de l'État, la plupart du temps en exploitation. Ce n'est pas un investissement sur lequel on a un actif qu'on peut ensuite amortir. Donc il peut être bloqué aussi par des questions de comptabilité, dans le fond, qu'il faudrait peut-être résoudre dans le domaine de la formation. Il faudrait être un peu plus imaginatif. Je ne parle pas de faire de la comptabilité créative frauduleuse, hein, mais disons, il faudra peut-être penser au terme courant investissement. Dépenser dans la formation, c'est un investissement pour l'avenir. Ça n'est pas un investissement au sens comptable. J'espère que là, en Suisse, on restera raisonnable et qu'on continuera à soutenir nos systèmes de formation à tous les niveaux, parce que c'est une nécessité pour ce pays. Il y aura des besoins, alors là, qu'on le veuille ou pas, on est plutôt favorable, évidemment, à dépenser plus en santé, à s'occuper des personnes âgées. De toute façon, on n'y échappera pas, qu'on le veuille ou pas. Et donc, qui va trinquer? Le social, la culture, la recherche. Vous pouvez trouver d'autres candidats, peut-être l'agriculture un jour, enfin, etc. Donc, pression sur les budgets qui vont évidemment impliquer des rééquilibrages. Dans ce contexte, que l'État soit efficient est toujours plus nécessaire. Il faudrait, ça c'est aussi des sujets que vous étudiez à l'IDEAP, il y a des gens dans la salle qui les connaissent beaucoup mieux que moi, à mon avis, développer une approche usager-client impérativement, ne pas hésiter à parler justement de mots qui ne sont pas toujours populaires dans ces cercles-là, productivité, ratio coût-bénéfice, pour qui hein, déjà, usager-client, c'est fascinant de voir dans certaines régies publiques comment le débat peut durer. Est-ce que c'est un usager, est-ce que c'est un client? Et je ne dis pas ça dans une optique marchande, commerciale. Pour moi, peu importe, il faut avoir le sens du service. On rend des services avec une efficacité, si possible, optimale, soit pour les citoyens, vous voyez, pour faire un parallèle avec l'économie, je dis ce serait du business to consumer, mais aussi entre services de l'État. Dans le fond, si vous travaillez pour le service voisin, ben vous êtes dans du business to business. D'où viendra la pression? Pour une grande question, de nouveau en discuter. Alors, du budget, certainement, dans certains cas, sinon d'initiatives politiques, mais qui ne sont pas toujours électoralement récompensées. Un autre trend que je trouve intéressant dans ce cadre de pression budgétaire, hein, j'appelle ça un franc est un franc, on met un grand accent, c'est une forte évolution des dernières années, des 5-7 dernières années, sur les revenus de l'État, dans le fond. Les États endettés, souvent mal gérés, vont chercher toutes les recettes fiscales possibles. Donc on a criminalisé la fraude il y a 10, 20, 30 ans. Dans le fond, l'évasion fiscale, c'est encore quasiment comme une amende de parquage un petit peu qui a dépassé la durée de stationnement. Maintenant, c'est vraiment un acte criminel qui est lourdement condamné. On récupère l'argent, ce qui est normal dans les caisses de l'État. Ça concerne les revenus. Ça dit un franc est un franc. On n'a pas encore fait le chemin de dire que le gaspillage de deniers publics, la corruption, les appels d'offres mal conduits, les gaspillages dans les projets informatiques, que sais-je, sont peut-être tout aussi graves. Quand on perd un franc et qu'on le dépense extraordinairement mal, je ne vois pas pour quelle raison ce serait moins grave que de ne pas encaisser un franc de la part d'un contribuable. Il n'y a pas que les citoyens qui doivent trinquer, il faut aussi que l'État, et puis dans le fond la fonction publique et les agents de l'État se mettent aux mêmes critères de sévérité. Un aspect aussi que je trouve intéressant, sur lequel on a écrit alors à Avenir Suisse, dans ce contexte de pression sur les budgets, à mon avis, le secteur, on l'appelait philanthropique, des fondations, est appelé à se développer. Alors, il y a du potentiel, il y a à peu près 70 milliards de capital dans des fondations en Suisse, il y en a plus de 13 000, donc c'est un pays de fondations. C'est à mon avis une évolution tout à fait souhaitable, c'est un complément, ce n'est pas une source première, c'est un complément qui sera à mon avis de toute façon nécessaire, même pour des questions pragmatiques, en complément au budget de l'État à la baisse, en particulier dans les secteurs qui, à mon avis, seront les premiers touchés des choix de priorité. Le social, la culture, la recherche, ce sont des buts sociaux typiques des grandes fondations. Je pense que la Suisse, là, peut aussi avoir une carte à jouer d'avoir des budgets complémentaires qui font vivre ces secteurs de manière dynamique, en changeant encore, en faisant évoluer ces règles pour encourager les donateurs, pour encourager la déductibilité des dons. Je sais qu'alors là, il y a aussi dans le fond, un débat possible. Est-ce qu'il faut plus fiscaliser? Dans le fond, est-ce qu'on demande plus aux riches en termes d'impôts, puis ce sont les politiques qui distribuent, ou l'administration, ou bien est-ce qu'on va inciter ces riches dans le fond, à dépenser plus, à donner plus dans des fondations, et donc avec des donations irréversibles, bien entendu. Je pense que tout ce qui favorise la circulation d'argent
vers des buts d'intérêt public doit être encouragé. L'important, là, c'est que l'argent ne stagne pas, c'est qu'il bouge, c'est qu'il circule. Donc la Suisse est déjà à bon niveau pour cela. Je pense que le besoin, pas seulement le désir, le besoin de faire appel à ce type de formule sera impératif dans beaucoup de secteurs, notamment artistiques, culturels, sociaux, voire dans la recherche. Question aussi ouverte pour ce que j'appelle porosité des frontières. Moi, je viens plutôt de l'économie et autres. Alors là, le constat, il est moins clair pour moi comment ça s'appliquera à l'État, mais dans l'économie, c'est clair. Les marchés que l'on connaissait soit s'effritent, les frontières deviennent floues. Je viens des médias. Quand j'ai commencé à 25 ans, un journal était en concurrence avec un autre journal dans la même ville. Maintenant, on ne sait plus très bien où sont les médias. Google, par exemple, a remporté tout le marché de la publicité en ligne mondiale devant tous les éditeurs. Et puis, dans le fond, est-ce que c'est un média? Ils produisent à peu près pas de contenu. Ils agrègent du contenu, ou bien ils vous guident dans le contenu mondial. Donc, on voit que, exemple spectaculaire et bien connu, mais enfin, un acteur inconnu et non repéré dans la branche ou dans un segment a emporté complètement un marché, tout simplement parce que les frontières ne peuvent plus être définies comme avant. Alors que je ne vois pas pourquoi l'État et ses activités ne seraient pas soumis à la même évolution. Donc je ne sais pas encore exactement ce que ça signifie, mais m'excuserez de ne pas être plus précis, mais je pense qu'il y aura des limites moins claires, notamment un développement qui a déjà intervenu, alors en tout cas structurel et organisationnellement, avec ce que j'appellerais du parapublic, avec des institutions, établissements, fondations de droit public ou à statut mixte. J'ai évoqué les fondations, c'est aussi une manière de porosité, pas de transfert très organisé de budget peut-être étatique ou administratif vers des institutions privées, mais enfin, il y a un partage après des ressources et des types d'organisation avec le privé. Des nouvelles formes d'organisation vont émerger. Je n'ai pas osé mettre les PPP, les partenariats publics privés, parce que c'est vraiment la tarte à la crème dont tout le monde parle et où il y a tellement peu d'exemples en Suisse. Mais enfin, il y aura forcément des formules originales dans la structure, dans le financement, mais aussi dans les types d'activités qui vont encore se développer dans les années à venir, c'est inévitable. L'urbanisation a des impacts aussi intéressants. Ce matin, vous entendiez peut-être à la radio cette étude de l'EPFL, voilà, qui dit des choses qu'on pressent déjà. Enfin, on a évoqué mon prédécesseur Xavier Comtesse, lui a déjà dit, la métropole lémanique, il a raison, à l'échelle internationale, disons de Genève à Vevey, c'est une grande métropole américaine, et ça fonctionne déjà un peu comme ça. Donc la Suisse est peut-être plus homogène aujourd'hui par ses villes, opposée peut-être à des campagnes ou à des agglomérations que constitutives, disons, autour des langues ou d'une Suisse romande dont on sait qu'elle n'est pas homogène. La Suisse alémanique ne l'est pas plus, ou un Rösti-Graben qui, bon, dans les stéréotypes existe, dans la réalité existe aussi un peu, mais enfin qui n'est peut-être pas le plus marquant pour l'évolution du paysage politique et administratif. Alors je trouve dans cette affaire un point très intéressant, alors que je reviens à notre pays, c'est aussi la collision, disons le choc entre les structures historiques, notamment les communes et les cantons, puis dans le fond cette urbanisation croissante. Il y a une revendication politique des villes en tant que communes, vous avez le maire de Genève, de Bâle, de Berne, de Zurich, ça, et de Lausanne, qui se mettent ensemble, il faut que les villes aient plus de pouvoir, mais enfin leur territoire il a été défini de manière historique et un peu par hasard. Si on parle de politique des villes, il faut penser à l'échelle de la métropole. On n'a pas de structure lémanique, par exemple, de Genève à Vevey, pour prendre cet exemple. Alors, est-ce qu'il faudra mettre en œuvre, est-ce qu'on pourra mettre en œuvre, là chacun peut avoir son avis, des nouvelles collectivités territoriales? Est-ce qu'il faut tenter de fusionner des cantons? M. Pidou, conseiller d'État vaudois, en son temps, on a fait la mère expérience. Dans les communes, alors Andrés Ladner est un spécialiste de ça. Oui, il y a des fusions de communes, parfois... ça s'accélère dans les Grisons, vraiment les toutes petites. Vaud est un petit peu entre deux. Ça réussit parfois, ça échoue parfois. Mais enfin, au moins, les collectivités publiques le décident elles-mêmes. Là, disons, ma petite théorie, alors toute personnelle, n'y voyez aucune prétention scientifique, c'est de dire, dans le fond, ce sont nos racines historiques. Elles font partie de nous comme êtres humains individuels. Nous sommes aussi pétris d'émotions. On sait que même les économistes vous diront, enfin les derniers prix Nobel d'économie sont pour la plupart des grands psychologues qui vous parlent d'économie comportementale, des comportements irrationnels des consommateurs. Un consommateur n'agit pas toujours dans le sens de l'optimalisation de ses intérêts, comme vous dirait un économiste. Donc un citoyen n'agit pas non plus toujours dans le sens de l'optimalisation rationnelle de ses intérêts. C'est tout à fait normal parce que nous sommes pétris d'émotions. Et je pense que ces structures historiques, cantons et communes, ce sont nos racines, c'est la dimension émotionnelle, les nouveaux projets. Quand on dit on pourrait faire 6 régions, on pourrait faire
quatre grands cantons suisses, on pourrait faire 3 communes. Enfin, Glaris l'a fait, hein, remarquable. Ils ont passé par-dessus, et ils ont décidé dans une Landsgemeinde de passer d'une vingtaine de communes à 3 d'un seul coup. Ça, c'est un exemple quand même tout à fait intéressant. Partout ailleurs, très souvent, ça bute. Quand vous opposez un projet dit rationnel, d'efficience des collectivités géographiques, un peu à la dimension émotionnelle de garder les origines, ben c'est l'émotionnel qui l'emporte, c'est normal. Donc je pense qu'il faudra plutôt, ma foi, maîtriser la complexité de cette double existence, de garder quelque part les racines historiques, de les respecter. C'est comme la généalogie d'une famille, hein, et puis de trouver des nouveaux agrégats. Alors on a déjà les concordats, mais c'est compliqué, c'est de la mécanique fine, mais on peut trouver, la technologie nous aide aussi à gérer ça. Il faudra trouver d'autres niveaux géographiques, d'autres niveaux contractuels qui nous permettent de gérer cette urbanisation à la bonne échelle. Je pense qu'on peut trouver. Ça demande aussi des écoles comme vous, mais mon intuition, c'est que tenter de remplacer les structures anciennes va être un énorme effort qui sera toujours très très mal perçu politiquement. Il vaut mieux, tant pis, ajouter une couche, une autre dimension, puis de garder cette tradition. Imaginez dans un autre, c'est la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais enfin c'est comme pensez aux humains, aux couples. Hein, vous leur dites dans le fond, vous deux là, ça va pas. On va vous divorcer, on a refait un matching, et puis on va vous trouver quelqu'un, et puis rationnellement tout colle parce que vous vous entendez beaucoup mieux. Bah, il n'empêche que les séquelles émotionnelles sont très très fortes. C'est la même chose dans les fusions forcées de cantons, de communes et autres, qui s'opposent quelque part, enfin quand même, à ce que nos structures politiques et administratives s'adaptent à ce phénomène d'urbanisation, où toujours plus de gens en ville vivront en ville. J'ai évoqué les médias, je pense qu'il y a un impact fort aussi sur l'État, pas que l'État, hein, les entreprises privées aussi, mais l'État, les politiques, les fonctionnaires, l'administration, bah, c'est la gestion de l'image. J'ai appelé ça perception et réalité. On sait de nouveau dans la réalité de quelqu'un, perception is reality, ce que vous percevez, c'est votre réalité à vous. Mais on en prend de plus en plus la mesure. Après, on peut le regretter. De nouveau, nous ne sommes pas des êtres complètement rationnels. Nous voyons tout par le prisme aussi de nos émotions, ce qui fait que pour l'État, pour les administrations, il faut gérer et la substance, donc les dossiers, il faut prendre des décisions de substance, de finance et autres, et puis il faut gérer l'image et ce qu'il y a autour. Et parfois, c'est un exercice assez complexe parce que les intérêts pour l'image sont complètement divergents du fond. Très souvent, c'est un détail assez anodin sur la substance qui fait débat en termes d'image et de communication, puis des grosses décisions substantielles, dans le fond, passent tout droit, sans susciter aucune polémique. Exemple facile et récent, je sais pas, la nouvelle présidente du conseil d'administration de la Poste, et sa place de parking, et c'est quoi, une Maserati, une Lamborghini, que sais-je, enfin, vous voyez. Donc un point complètement légal, mais enfin qui fait débat, et soudain, voilà le conseil d'administration de la Poste encombré par l'histoire de sa présidente qui, en respectant toutes les règles de l'entreprise, parque une Maserati sur une place de parking qui lui a été réservée, privatisée, à côté d'une gare. Elle aurait mieux fait d'avoir un chauffeur ou bien de renoncer à sa voiture, enfin, ou d'être plus discrète. Donc on voit un point de détail, parce que ça n'influence absolument pas la gestion de l'entreprise Poste, mais un point clé dans la gestion de l'image de l'entreprise, sa réputation, qui a évidemment un impact sur sa gestion effective. Les deux mondes se touchent et le monde de l'image prend une dimension de plus en plus forte par rapport à la substance. C'est-à-dire on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Si vous avez une très bonne image, mais que vous vous effondrez, ça se verra. Mais vous pouvez très très bien gérer la substance et être victime aussi d'une image non gérée ou d'une mauvaise image. Il faut que l'État, les gouvernements et l'administration apprennent à vivre avec cela. En toile de fond, c'est aussi une distinction toujours plus forte. Je dirais entre la loi, l'éthique, l'opinion publique. Ce qui est légal n'est pas forcément perçu comme légitime. Exemple, Panama Papers, vous ouvrez en toute légalité une société au Panama, vous êtes impliqué, vous êtes petit actionnaire d'une société au Panama. Bonjour les dégâts en termes d'image si vous êtes politique ou privé, hein, pour certains, mais en tout cas dans une carrière politique, même si les règles ont été respectées, ça n'est pas perçu comme tolérable. L'éthique, c'est avant tout une question personnelle. C'est difficile d'avoir des règles éthiques qui soient partagées entièrement par l'opinion publique, ce concept quand même aussi un petit peu flou. Donc la légitimité aux yeux de l'opinion, c'est souvent, j'ose pas dire des modes, c'est un peu violent, mais enfin des courants fluctuants, il y a des tendances, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, et ça s'écarte de plus en plus de la légalité. Beaucoup ont de la peine à comprendre. J'insiste là-dessus parce que ce soit dans les entreprises d'ailleurs,
ou dans les entreprises publiques, ou dans les gouvernements, beaucoup ont de la peine à comprendre. Et surtout en Suisse, avec cette culture de perfectionnisme juridique que nous avons, en disant genre, quand c'est légal, je peux le faire, où est le problème? Ben non, il y a beaucoup de choses légales qui ne passent pas en termes d'image, ou qui ne passent plus en termes d'image. C'est une dimension supplémentaire qui va encore s'accentuer avec le temps. Évidemment que les réseaux sociaux, puis la possibilité de dénoncer, de dévoiler, de s'adresser directement, d'interpeller directement aussi les politiques ou les responsables, contribuent aussi à cette évolution. Voilà, alors dans ce qui n'est pas subi mais voulu, vous avez un seul graphique, ça je l'ai piqué à un de mes collègues. Moi j'appelle ça la boulimie normative, mais pourquoi voulons-nous autant de règles dans nos vies? Enfin, c'est quand même tout à fait étonnant. Est-ce qu'on a un besoin collectif de se rassurer? On me dit l'État, l'État, ce corps un petit peu anonyme. Mais la Suisse, disons là, on a fait une étude, la Suisse réglemente encore plus vite que d'autres pays. C'est un mal occidental, ça fait... Je crains que ça fasse des décennies qu'on le dénonce. Et pourtant, le rythme continue à augmenter. On a en moyenne plus de 7000 pages de droit fédéral nouveau chaque année. Il y a 10 ans, c'était à peu près 2000 pages de plus déjà, donc ça augmentait, mais le rythme de l'augmentation a encore augmenté, 7000 pages de plus. Une partie est explicable. On vit dans un monde plus globalisé, donc il y a plus de traités internationaux qui font du papier. Mais enfin, on a une œuvre, quelque part, réglementaire qui nous corsette de plus en plus, qui fait souci. Est-ce qu'on arriverait, disons, à l'endiguer ou à m'y être fin? C'est une évolution de l'État que toujours produire toujours plus de règles. C'est lié, alors là, c'est assez brutal. Dans le fond, on a beaucoup analysé quelles sont les solutions à cela. On peut imaginer un frein à la réglementation, comme il y a un frein à l'endettement, pourquoi pas. Dire au début, c'est pas très qualitatif, c'est une règle de plus, une règle de moins. Donc on en jette. Au début, c'est facile, vous jetez les traités du 19e siècle avec le Wurtemberg pendant quelques années, hop, on peut purger le recueil systématique. Au bout d'un moment, ça oblige à une certaine réflexion. On peut avoir des techniques, disons, ça plus intéressante, à mon avis, de législation limitée dans le temps, plutôt que d'avoir des lois faites pour une durée indéterminée. On s'impose une durée déterminée, puis on s'oblige, dans le fond, à discuter explicitement de sa prolongation, plutôt que de considérer qu'il faut l'abroger. Ça change complètement la dynamique, évidemment, de la réflexion législative. Il y a beaucoup d'exemples à l'étranger. Sont-ils vraiment convaincants? Où on crée des autorités, on combat le mal par le mal, on crée des nouvelles règles avec des autorités de contrôle de la réglementation qui doivent se prononcer sur l'impact des réglementations et faire des propositions pour réduire la bureaucratie. Au final, c'est quand même de dire moins de fonctionnaires, moins d'agents publics égale moins de réglementation. Plus on embauche, quelque part, c'est une règle de bureaucratie qui est valable aussi dans les entreprises privées. Toute fonction tend à devenir un plein temps, donc plus on aura de personnel dans la fonction publique ou parapublique, et c'est le cas, c'est la tendance, plus on aura de règles. C'est un mouvement qui sera donc difficile à contrer. Je vais laisser tomber ces deux sujets pour arriver encore à 2-3 remarques sur des institutions typiquement suisses et leur évolution. Alors en matière de démocratie directe, enfin semi-directe, 2 évolutions, je pense, clés dans les années à venir et dans le futur, parce que dans le fond, la démocratie semi-directe, surtout en Suisse, l'État, c'est nous, nous votons régulièrement, et puis dans le fond, la peur aussi, la peur ou la chance ou le risque ou l'opportunité d'une votation conditionne énormément le système politique. Je prétends même que c'est beaucoup moins les résultats des 20 votations par année que nous produisons que tous les comportements que ça induit, qui sont vraiment profitables à la démocratie suisse. On recherche toujours le compromis, on tente d'anticiper, dans le fond, les possibles votations déjà au niveau parlementaire, voire gouvernemental. Ça, c'est un effet très, très puissant induit. C'est une valeur induite de la démocratie directe. Qu'est-ce qui va vraiment la bousculer, qui a commencé à la bousculer? Évidemment, les tensions avec le droit international. Et là, il y a une initiative bientôt qui se prononcera même sur ce sujet-là, sur le Selbstbestimmung, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, autodétermination, ou la détermination, qui posera la question, personne n'y comprendra rien, ce sera soit un débat entre constitutionnalistes, soit un débat très émotionnel sur qui voudra soutenir quoi, mais dans le fond, c'est une phase d'apprentissage dans notre démocratie directe de ce que j'appelle le 4e niveau. On a mis quand même des décennies, il ne faut pas l'oublier, à maîtriser cette mécanique fine fédérale entre communes, cantons, confédérations. Les cantons, au XIXe siècle, n'ont pas abandonné de gaieté de cœur leur souveraineté, enfin, ont confié une partie de leur mission à la Confédération. Maintenant, c'est très bien réglé. Il y a des initiatives cantonales qui doivent respecter le droit supérieur. Tôt ou tard, ce sera aussi bien huilé ou mieux huilé qu'aujourd'hui, lorsque des initiatives sont incompatibles ou contraires, ou disons, ou souhaitent modifier les engagements de droit international de la Suisse. Nous vivons, et tout le débat sur
la réalisation de l'article 121A, issu de l'initiative dite contre l'immigration de masse, nous montre qu'on est en plein là-dedans. Est-ce qu'on est atteint dans notre souveraineté lorsqu'on vote une initiative qui, apparemment, on n'est même pas sûr, est contraire à nos engagements internationaux? On est en tout cas dans un champ de tension qu'il faut savoir résoudre. On y arrivera, ça demande du temps, c'est normal qu'il y ait des frottements. Je suis assez confiant qu'on pourra les maîtriser. Ça prendra du temps, autant de temps qu'au XIXe siècle. Les cantons ont dû s'ajuster aussi à un nouveau niveau fédéral. Moins connu, moins discuté, l'impact de la technologie sur les processus politiques, je pense deux dimensions. Un, sur les processus eux-mêmes. Imaginez, j'appelle ça e-collecting, il n'y a pas que le droit de vote électronique. Demain, il y aura la récolte aussi électronique de signatures. Vous avez déjà une entreprise ou une fondation qui s'appelle WeCollect, par exemple, wecollect.org, intéressante d'ailleurs, qui soutient, et c'est normal qu'elle le fasse dans le fond, qui soutient, qu'elle stimule la démocratie directe, puisqu'elle facilite la récolte de signatures. Alors, elle ne peut pas les collecter encore en ligne, mais elle met à disposition tous les moyens en ligne, disons les plus modernes, pour faciliter la diffusion des formulaires, la récolte des signatures. Quelque part, c'est une entreprise de marketing politique qui accélère et facilite la récolte de signatures. Le risque, bien entendu, si un jour on arrive à la récolte de signatures comme des likes sur Facebook, c'est une inflation... à la fois une inflation quantitative, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas alors 10 fois, 100 fois plus d'initiatives acceptées qu'aujourd'hui, si l'effort est aussi simple. Et puis c'est un appauvrissement aussi du débat démocratique. Là, je plaide, c'est le deuxième sujet, formation de l'opinion. Notre démocratie semi-directe, elle repose largement sur l'illusion que chaque citoyen est aussi expert ou capable de s'exprimer. Enfin, l'illusion, mais dans le fond, la gestion collective de nos votations et de notre pays. Et ces résultats montrent que ça a donné plutôt de bons résultats en comparaison internationale, donc on peut faire confiance à ces systèmes, mais ça nécessite que les citoyens aient un peu de temps. Alors tous ne feront pas l'effort, et on sait que cet effort est de plus en plus important, disons, de comprendre les enjeux, d'être exposé à des débats contradictoires, d'entendre des arguments et autres. Et l'évolution de la technologie peut avoir l'effet pervers, dans le fond, de réduire, avec l'accélération, avec la vitesse, de réduire encore le débat. Je clique, je ne sais pas très bien pourquoi je vote ou ce que je soutiens. De nouveau, syndrome, on va dire, Twitter-Trump. Dans le fond, c'est tellement facile de relayer une information sans la discuter. Autre effet pervers qu'on peut dénoncer avec la technologie, ça peut être l'hyper-personnalisation de l'environnement que vous vivez. Si, dans le fond, tout ce que vous allez recevoir comme nouvelles est lié à vos goûts personnels, à ce que vous avez déjà exprimé, vous serez de moins en moins exposé à des opinions contraires, puis de plus en plus enfermé, dans le fond, dans une bulle. On va l'appeler algorithmique, qui vous donnera que ce que vous avez déjà entendu, et que comme sur Amazon, on vous propose le prochain disque et le prochain livre, si vous avez lu cela, en matière politique, c'est un peu plus grave parce qu'une démocratie vivante, elle doit vivre et se nourrir d'arguments contraires, même entendus par hasard, à la radio, non pas que vous les ayez cherchés. Donc lorsque les algorithmes ne vous pousseront que des avis dont on est sûr qu'ils vous plairont, on aura encore beaucoup perdu. Donc, il y a des risques, mais aussi des chances. Je vous le dis, le master de technologie de l'EPFL que j'ai eu la chance de superviser, qui s'est terminé aujourd'hui, mais qui se poursuivra parce qu'il y a une start-up qui va en naître. Alors, une ambition qui n'est pas mince, c'est de dire on va améliorer la qualité de la démocratie directe. Je trouve l'idée séduisante. C'est de dire, dans le fond, il faut créer des procédures en amont. Parce que le débat sur les initiatives, une fois que le texte est déposé, on ne peut plus le changer. Et puis beaucoup de gens disent, dans le fond, l'idée est bonne, mais le texte n'est pas bon, ou les conséquences ne sont pas là. Donc, c'est l'idée, dans le fond, très suisse, de créer des procédures de consultation en amont, qui permettraient de tester, dans le fond, des projets d'initiative, de récolter déjà des avis. Et puis, pourquoi pas, dans le fond. Voilà au moins un usage positif et puis qualitativement ambitieux d'impact sur la démocratie directe, améliorer la qualité du texte des initiatives qui vraiment entrent dans la phase formelle, en créant une phase informelle de débat avant. Fédéralisme, c'est aussi une vache sacrée suisse, enfin je l'espère. Alors là, peut-être moins des idées plus classiques pour l'avenir suisse, mais auxquelles nous croyons vraiment extrêmement fermement. Fédéralisme vivant, une grande partie du succès de ce pays est liée à la vivacité de son fédéralisme. Ça veut dire concurrence entre les systèmes. Là, il y a toujours la tentation, l'harmonisation fiscale, ça. Concurrence fiscale, mais aussi concurrence politique, concurrence des systèmes administratifs. Oui, il peut y avoir des déperditions. Oui, il faut laisser les entités s'entendre entre elles, parfois quand elles veulent aussi mutualiser, autres, mais il faut garder cette concurrence des systèmes. Ça crée la pression que j'évoquais avant. Quelle est la pression, dans le fond, pour avancer, pour réformer, pour changer? C'est aussi la comparaison permanente. La Suisse le pratique plutôt bien. Et puis, une vraie souveraineté fiscale, ça c'est clair, pas une souveraineté donnée par le haut,
mais d'avoir une souveraineté fiscale. Alors, en tout cas, dans les cantons, ça reste encore possible, et si possible, une adéquation entre ce qu'on reçoit, ce qu'on encaisse comme revenu public, et puis ce qu'on peut décider, ce qu'on peut dépenser. C'est beaucoup plus dur dans les communes. Hein. Là aussi, le sujet d'Andreas Ladner, autonomie communale. On ne peut pas favoriser tous les niveaux, être plus international, signer des traités, avoir plus de sujets réglés au niveau fédéral, une grande autonomie communale avec une vraie souveraineté fiscale, puis laisser encore aux communes. Hein. Donc il y a forcément quelqu'un dans tous ces jeux qui perd un peu de pouvoir de décision. C'est plutôt les communes qui trinquent, mais disons, en tout cas au niveau des cantons en Suisse, ça nous paraît une formule qui doit rester vivace. Probablement sans que ce soit une prise de position définitive de ma part. Moi, je suis plutôt favorable. On devrait en tout cas étudier en Suisse beaucoup plus sérieusement les avantages, les conséquences d'une adhésion à l'Union européenne, tout simplement, parce que c'est un scénario que, intellectuellement, à part peut-être dans quelques universités, on s'interdit même d'étudier, ce qui est quand même scientifiquement aberrant. C'est quand même le base case. Si vous avez plusieurs scénarios, il y a un moment, même si vous ne le voulez pas, il faut quand même avoir un scénario de base dans lequel on fait la liste des plus, des moins. Puis nous, avec notre esprit assez comptable, on aime bien faire les plus, les moins, les avantages, les inconvénients. On n'ose même plus le discuter, il faudrait au moins le discuter. Cela dit, la perte justement de vivacité du fédéralisme pour un pays comme le nôtre, dans une entité aussi grande que l'Union européenne, la manière dont l'Union européenne traite les petits pays est quand même un gros point d'interrogation pour un pays qui a notre culture et notre parcours. L'esprit de milice, rapidement, Andreas Ladner a eu la gentillesse de le mentionner, ça aussi, alors, on dirait dans l'État dans le futur, l'État c'est nous, de nouveau, alors qu'est-ce qu'on en fait de l'État en Suisse? Nous, on parle de nouveau en jargon de, je sais pas, facteur clé de succès, vous voyez, ou quand on compare à d'autres pays, qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que l'engagement des Suisses et des résidents dans la société, dans la politique, aussi dans l'armée, on a commencé, on a écrit un livre plutôt sur la politique, niveau plutôt communal, cantonal, mais on s'est aperçu, on a tiré la pelote, puis on a vu qu'en Suisse, dans le fond, c'est partout, c'est les sapeurs-pompiers, c'est tout le système de prévoyance, les fondations de prévoyance, sont gérés, alors formellement, il y a bien sûr des experts après qui les aident, mais par des comités paritaires. Enfin, en Suisse, tout est interpénétré, c'est extrêmement sain. Il y a des secteurs dans lesquels ça décline. Comment est-ce qu'on peut préserver un État, on va dire, citoyen, actif, sans illusion? C'est pas un discours contre l'expertise, contre les experts, simplement un discours de dire, comme dans les votations, la masse, quelque part, globalement, arrive à trouver une ligne qui fait sens. Dans une caisse de pension, c'est une question que vous pouvez discuter avec des professionnels. Est-ce que, dans le fond, les caisses de pension seraient mieux gérées par des super pros qui les dirigeraient sans contrainte, ou bien par des conseils de fondation paritaires dans lesquels il y a beaucoup de miliciens tout à fait novices qui, bien sûr, font appel à des experts, mais enfin, on garde le pouvoir de décision finale. Probablement que le résultat ne serait pas meilleur. En tout cas, il est pas plus dangereux. Il est peut-être même les risques sont probablement même un peu tempérés par ces conseils de milice. Donc, comment garder l'esprit de milice dans notre État, dans notre administration, dans ce pays? Ça nous paraît un enjeu très, très important. Alors, si jamais les petites mesures possibles de réforme ne suffisent pas, on proposerait carrément, dans l'esprit, mais comme symbole aussi assez fort, un service citoyen universel obligatoire, dans lequel on pourrait faire évidemment l'armée, le service civil, mais le service civil élargi, des fonctions communales et ça, puis qui s'étendrait aux hommes, aux femmes et aux résidents étrangers établis. Donc un enjeu clé aussi pour l'État. L'esprit de milice, ce n'est pas juste une question du citoyen seul. L'État, c'est nous. Voilà, puis pour terminer, deux mots encore. Le thème, c'est aussi l'administration publique. Alors là, c'est un sujet où il y a beaucoup d'experts beaucoup plus pointus que moi à l'IDEAP sur l'évolution des statuts. Mais les 2-3 réflexions que je ferai, c'est l'évolution des emplois. Alors en termes d'emploi, à mon avis, il y a un avis radieux, soit dans la fonction publique, soit dans le parapublic, pour des bonnes raisons aussi. C'est-à-dire qu'on va développer des secteurs comme la sécurité, la santé, les soins aux personnes âgées pour des raisons démographiques ou liées au vieillissement, enfin à l'évolution tout simplement de l'hygiène et de la santé publique évidente, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est une très bonne chose pour l'emploi. Évidemment, gros défi politico-financier. Si c'est des emplois publics, parapublics ou financés par, comme le système de l'assurance maladie, par des primes obligatoires, des contributions obligatoires, il faudra quand même créer de la valeur ailleurs pour pouvoir financer tout ça, parce qu'on ne peut pas les autofinancer par le système public. Il faut bien que de l'argent frais rentre d'ailleurs. Et là, le déséquilibre pourrait être croissant. Donc un défi de financement, mais dans le fond, une bonne nouvelle pour l'emploi, un défi pour la formation aussi. Dans les statuts, je ne sais pas. Alors là vraiment, je ne suis pas assez spécialiste moi-même. Est-ce qu'on va vers
une atténuation des différences de statut entre le public et le privé. Ça semble être le cas. Il y a quand même beaucoup de collectivités publiques qui ont renoncé à des statuts de fonction publique, qui vont vers des contrats de droit privé ou de type de droit privé ou de convention collective. C'est une évolution, à mon avis, souhaitable. Je souhaite qu'elle se poursuive, ou bien est-ce qu'au contraire, il y aura une crispation dans les années à venir? La clé, à nouveau, c'est quelle est la pression au changement, quel est le besoin, qui va pousser à ce type de réforme. Quelques risques sociétaux liés à l'emploi, au personnel. Et ça, c'est simplement des mots-clés auxquels on réfléchit, mais qui sont valables aussi dans le secteur privé. Ils ne touchent pas que l'administration publique. Est-ce qu'il y a une augmentation, enfin, sauf le premier point peut-être, est-ce qu'il y a une augmentation de l'écart entre ceux qui ont déjà un emploi puis ceux qui n'en ont pas, mais ce serait valable aussi. Alors, pas tellement en Suisse, on a des taux de chômage très bas, mais dans toutes les sociétés occidentales, on constate un peu une rigidification, ou je ne sais pas comment dire, un manque de fluidité entre ceux qui sont déjà sur le marché du travail et qu'on a tendance, notamment par des règles du travail, et avec des bonnes intentions au départ, à protéger de plus en plus, exemple, interdire les licenciements, puis ceux qui n'accèdent plus au marché du travail, pensez aux 25% de chômage chez les jeunes en Espagne, en France, voire plus, dans certaines catégories d'âge, des gens qui n'entrent même pas sur le marché du travail. Alors la Suisse a l'immense chance d'avoir un marché du travail fluide, aussi, je présume, dans la fonction publique. Il ne faut en tout cas pas aller dans la direction... Alors ici, on parle d'administration publique, mais même du marché du travail en général, de rigidifier, d'avoir des gens qui sont dedans, qui sont surprotégés, qui n'en sortent plus, des gens qui sont dehors, qui n'ont plus aucune chance d'y entrer. Parce que là, on crée des risques sociétaux qui sont beaucoup plus graves que si on abaisse les barrières, dans le fond, à l'engagement et même au licenciement et à la sortie. La dynamique et la fluidité profitent plus à la société que la rigidification des règles du travail. Il y a un petit risque, alors pas encore massif en termes de nombre de déséquilibre dans ce qu'on pourrait presque appeler la pyramide des emplois. On parlait de la pyramide des âges, c'est plus tellement vrai que l'espérance de vie. Maintenant, c'est une espèce de grosse poire. Avant, c'était une jolie pyramide. On avait des jeunes qui finançaient les plus anciens, au début de l'AVS en tout cas, puis maintenant, c'est plus une pyramide. Mais là, on a besoin, quelque part, d'avoir une base, un socle d'emploi purement privé, parce que là, on crée de la valeur, notamment des recettes fiscales quelque part fraîches, pour pouvoir financer des emplois publics qui seront toujours plus nombreux. Puis on décèle, pas très grave, mais quelques prémices. Il faut en tout cas expliquer la situation de tension possible entre la Suisse qui exporte, on va dire la Suisse exposée à la concurrence internationale, l'industrie d'exportation, même le commerce local, par exemple le tourisme d'achat, ceux qui sont exposés à la concurrence du commerce en ligne, qui eux vraiment souffrent d'une concurrence internationale directe, donc qui touche les emplois, qui touche les salaires. Il y a quand même une grande partie du pays qui est encore préservé. Il y a des secteurs d'économie privée domestique qui sont encore très protégés, notamment les importateurs. Puis vous avez un secteur public et parapublic qui doit être conscient, par exemple, que dans le fond, l'évolution, le franc fort, ça ne les touche pas beaucoup. On paye en francs, on dépense en francs. Ça a beaucoup moins d'impact dans ces secteurs, mais il faut un peu de solidarité ou de compréhension pour l'ensemble des acteurs. Il ne faudrait pas que les écarts se creusent. Dernier slide. Là aussi, plutôt une question d'interrogation. Je peux vous dire, c'est le prochain thème de mon étude personnelle à Avenir Suisse, c'est l'impact sur le marché du travail. C'est un peu lié à la numérisation, c'est plutôt des nouvelles tendances qui se développent. On va essayer de les mesurer aussi en importance. On a de moins en moins une carrière vraiment linéaire. On constate, alors ça c'est l'hypothèse de départ, de plus en plus de temps partiel, de travail mobile, d'horaires flexibles. On change d'employeur, on n'a plus le même taux d'activité sur toute la carrière, on n'a pas forcément un salaire qui augmente jusqu'en fin de carrière. Multi-activité, on a plusieurs activités en même temps, parfois très différentes, multi-statuts. Certains peuvent être salariés à 50% quelque part, indépendants ailleurs, faire quelques projets ici ou là, des compléments. Donc multi-employeur ou fournisseur de travail, tout le monde n'est pas forcément employeur au sens AVS du terme. La place de travail évolue, on va travailler de plus en plus à distance, à domicile. On travaille, en tout cas dans certains métiers, type tous ceux qui sont liés à l'information, à l'informatique, plus en mode, non seulement en mode projet, mais aussi en rémunération résultat. On te paye tant pour tel délivrable. Dans le sens, toi qui décides quand tu le fais, tu dois nous le livrer. Et on définit un résultat, même dans le cadre d'une relation de travail, et plus un temps de travail ou un taux d'activité. Et là, l'enjeu... il est évidemment aussi lié à la sécurité sociale, non seulement au statut. D'abord, comment est-ce qu'on peut gérer administrativement ça de manière simple, facile, pour faciliter, dans le fond, ces statuts. Pour les plus qualifiés d'entre nous, c'est un statut volontaire. Beaucoup aiment avoir cette multi-activité, cette diversité. Pour d'autres, ce sera contraint. On sera obligé parce qu'ils n'auront plus un emploi à plein temps. Et donc, ils devront trouver différents
types de statuts pour cumuler en fait ces différents jobs. Il faut qu'administrativement on puisse suivre. Peut-être qu'il faudra inventer des statuts plus simples. Au niveau sécurité sociale, pour l'instant, tout l'édifice, alors que ce soit pour le privé ou l'administration publique, est aussi construit sur une image qui est plutôt la carrière linéaire, 100%, un salaire qui augmente, une rente qui est fixée à un jour J où soudain tout s'arrête et puis on part à la chasse, à la pêche, on s'occupe des petits-enfants, et on ne travaille plus, et on a X% du dernier salaire. Ces modèles s'effritent. Heureusement, ce n'est pas une révolution d'un jour à l'autre, mais on a l'ambition de peut-être proposer quelques pistes pour faire face à cela. Il n'y a aucune raison que l'administration publique échappe à ces tendances. Peut-être qu'elles s'y développeront plus lentement, mais elle en aura aussi besoin pour utiliser les compétences des gens les plus pointus dans certains secteurs. Voilà, merci de votre attention, et puis nous pourrons discuter s'il reste du temps. Voilà. Merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup. Alors je tiens moi aussi à remercier Tibor Adler donc, pour cette présentation qui est devenue un peu plus libérale vers la fin. Mais moi je suis toujours étonné de ce que nous apporte Avenir Suisse quand j'ai l'occasion de lire un peu les publications. Et je trouve, si on veut qu'une démocratie fonctionne, il faut un débat, et puis il faut des personnes, il faut des organisations qui alimentent ce débat. Et c'est ce qu'Avenir Suisse fait avec son travail, et puis avec une productivité qui n'est pas négligeable quand même. Donc c'est toujours tous les vendredis après-midi, c'est le mailing qui sort, et puis chaque semaine, ils ont des propositions, et puis souvent, il y a des choses intéressantes aussi. Alors, pour nous, je dis, hein, pour nous. Donc, oui, ça, je pense, on a appris beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui amènent ce débat et qui nous amèneront à discuter. Alors, vous avez une grande productivité. Nous aussi, on produit parfois des livres. Donc, un petit cadeau sur... Bon, vous connaissez ceux qui ne connaissent pas. Donc, un livre très important, pas sur l'avenir de l'administration, mais sur l'état actuel de l'administration en Suisse. Et puis là, encore, quelque chose de la région. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, vous êtes invités à prendre l'apéro.